Bonjour. Bonjour. Et toujours pas de poignée de main. Bonjour, Bonjour. Je suis un peu obsessionnel. Bonjour Valérie Ayé. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce BFM Politique spécial européenne. Nous sommes à pile une semaine du scrutin. Vous êtes toujours en difficulté dans les sondages, loin, très loin derrière Jordan Bardella. Dans notre sondage du jour, est là pour la Tribune Dimanche et BFM TV. Vous faites la moitié du score de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous vous dites à une semaine du scrutin? C'est bientôt la fin du chemin de croix, d'une campagne cauchemardesque? Je me dis que rien n'est joué. C'était d'ailleurs le slogan de notre meeting d'hier à Aubervilliers. C'est le moment où tout commence, en fait. On est les uns et les autres en campagne depuis des semaines et des mois maintenant. C'est le moment où les Français commencent véritablement à s'intéresser à l'élection européenne. Et donc, c'est le moment où on martèle encore plus fort aux Français que cette élection, elle est importante, qu'elle est historique. On le dit souvent, ça peut paraître galvaudé, mais c'est la réalité parce que les enjeux et les défis qui sont devant nous, ils sont colossaux. C'est le défi de la menace sécuritaire, le défi de l'intelligence artificielle. On va parler de ces défis, mais simplement quand on voit le sondage, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est un problème de notoriété? Est-ce que c'est parce qu'au fond, vous portez sur vos épaules l'antimacronisme, le rejet du gouvernement? On ne peut pas faire comme si de rien n'était quand la majorité présidentielle a un score qui est 2 fois moins important que celui du Rassemblement national. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? D'abord, moi, je vous le dis, je vois les sondages, évidemment, je les regarde, je ne vais pas vous dire l'inverse. Oui, mais la réalité, c'est que, ce que je fais sur le terrain, les retours que j'ai sur le terrain, ils sont pas, à mon sens, ils ne reflètent pas ce que je vois dans les sondages. Et ensuite, évidemment que le contexte politique, il est difficile. On est en responsabilité, le président de la République est en responsabilité depuis 7 ans. Mais moi, le message que je porte aux Français, c'est on peut avoir des accords, avoir été en colère pour des positions qui ont été prises par tel ou tel gouvernement depuis 2017. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on est dans une élection importante et l'enjeu qui se joue, c'est notre avenir, l'avenir de la France dans le monde et l'avenir de la France en Europe. Et ces élections-là, il ne faut pas se tromper d'élection. Moi, et je pense que c'est ma spécificité aussi dans cette campagne, je suis focalisée sur les élections européennes du 9 juin. Je ne suis pas dans la perspective de 2027, je ne suis pas dans une primaire de la gauche pour savoir lequel d'entre eux représentera la gauche en 2027. La présidente de l'Assemblée nationale, manifestement, nous n'arrivons pas aujourd'hui à répondre pleinement aux attentes des Français. Il faudra qu'on s'interroge collectivement. On ne pourra pas faire comme si de rien n'était. Franchement, pour elle, vous avez déjà perdu. Moi, je vous dis l'inverse. Et je vous dis d'ailleurs, en 2019, il y avait des sondages. Les résultats ont été largement différents des sondages. Pas pour la liste de la majorité. Non, mais il y a eu une différence majeure. La réalité, c'est que les votes, ils vont se cristalliser sur les derniers jours. On le sait, les Français vont se positionner sur les derniers jours. Et ce que je dis aux Français, c'est que, indépendamment de ce qu'on pense, de ce qui a été mis en œuvre au niveau national, et par ailleurs, quand on regarde les chiffres économiques, ils sont là, c'est le retour de l'emploi, c'est la réindustrialisation, c'est aussi l'engagement européen très fort du président de la République. Vous savez, quand moi, je suis au Parlement européen, hors campagne électorale, je le précise, parce que j'ai des collègues pro-européens qui siègent dans les groupes de la droite européenne et des sociodémocrates européens, et qui me disent, il parle quand ton président? Parce qu'Emmanuel Macron est vu comme le leader en Europe, celui qui fait bouger les lignes et qui est le vrai pro-européen sur le terrain. Donc vous pensez que c'est un atout d'avoir Emmanuel Macron avec soi, pas un boulet? Mais évidemment que c'est un atout. Évidemment. Emmanuel Macron, il a remis l'Europe dans le débat public national. Quand vous allez voir les partis de gouvernement en France, ils ont toujours été divisés sur la question européenne. Toujours. Nous, avec la majorité présidentielle, on a un engagement européen qui est très fort et on a du résultat. Pendant 5 ans, on a bossé. Regardez avec les autres. Évidemment, on a enchaîné des successions de crises. Avec mes adversaires, on n'aurait pas eu le plan de relance qui a permis de sauver des centaines de milliers d'emplois en France. Juste, on parlait du contexte et vous évoquiez les réformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Une des dernières en date, c'est celle de l'assurance chômage, sans doute le tour de vis le plus sévère de ces dernières années, qui va toucher les jeunes, ceux qui sont en CDD, ceux qui sont en intérim, c'est-à-dire au fond les plus précaires. Est-ce que vous pouvez vraiment vous étonner qu'un certain nombre de macronistes de gauche soient séduits par Raphaël Glucksmann quand il y a ce type de réforme qui est annoncé? Franchement, quand on voit ça, on se dit, il ne vous aide pas, le gouvernement. Alors, depuis le premier jour, avec Emmanuel Macron et l'ensemble des gouvernements successifs, on a remis le travail au cœur de nos priorités politiques. Et cette réforme, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Ça, c'est une réalité et je pense qu'elle est nécessaire. Faire payer les chômeurs pour faire des économies? Elle est nécessaire. L'idée, c'est véritablement de remettre et d'accélérer le retour au travail et de permettre aux uns et aux autres de retrouver un emploi dans les meilleures conditions. En réduisant la durée d'indemnisation. Mais quoi qu'il en soit, on conservera un système qui est le plus favorable partout en Europe. Donc l'enjeu, c'est comment on accompagne une fois que la réforme sera rentrée en vigueur, c'est comment on accompagne les personnes pour le retour à l'emploi. En tout état de cause. Moi, ce que je vous dis, puisque vous citez, entre guillemets, les macronistes de gauche, je leur dis, l'engagement européen,
Nous sommes les vrais Européens. Je leur dis que nous avons été constants depuis le début, tant sur la politique nationale que sur la politique européenne. Et je leur dis que moi, Raphaël Glucksmann... Sur la politique nationale, vous avez été constant quand il y a Rachida Dati au gouvernement, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Certains pourraient se dire, au fond... attendez, constant dans quoi ? Constant dans le dépassement. Constant dans quoi ? Constant dans le dépassement et constant dans l'idée qu'on doit réformer la France. Aujourd'hui, les résultats économiques, ils sont là. On a un chômage qui est au plus bas depuis des années. On a le retour des emplois. On a la réindustrialisation. On a la réindustrialisation avec des emplois à la clé. Et d'ailleurs, sur le tournant de l'industrie verte, c'est 20 000 emplois, par exemple, dans le nord de la France. Donc, c'est aussi l'occasion de dire... qui a été dégradée par Standard & Poor's. Mais alors, moi, j'entends les oppositions surenchérir sur cette question, notamment la droite. Mais pardon, mais est-ce qu'on peut prendre un peu de recul ? Depuis 2017, effectivement, la dette de la France... alors, préciser d'abord que ça ne va pas changer. La France reste et restera un partenaire crédible en Europe et sur les marchés. 2, ça ne va pas changer le quotidien des Français. 3, si on prend un peu de recul, la dette a augmenté de 12 points en 7 ans, depuis 2017. La droite nous donne des leçons à longueur de journée aujourd'hui. Sous Sarkozy, la dette a augmenté de 18 points. Oui, ça, c'est pas très bien fini pour lui, donc je suis pas sûr que ce soit un exemple... Il faut prendre un peu de recul, et 2, pourquoi la dette, elle a augmenté ? On a vécu des crises successives. On a vécu la crise sanitaire, on a vécu la crise énergétique. On a mis en place un plan de relance de 100 milliards d'euros qui a permis d'éviter la fermeture de TPE, PME, qui a permis de mettre en place le chômage partiel avec l'aide de l'Union européenne. On a mis en place le bouclier tarifaire pour limiter la hausse des factures d'électricité des Français. Donc on a été là au rendez-vous pour protéger les Français, bien plus qu'ailleurs en Europe. Et par ailleurs, on a mis des moyens supplémentaires sur la table. Renforcement des moyens de police, des moyens de justice. Et on n'a pas augmenter les impôts, on les a même baissés. Et si on prend encore un peu plus de recul... Oui, et j'aimerais qu'on avance pour parler des problématiques européennes. Je vous parle des problématiques européennes, j'y viens. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? C'est évidemment réduire les dépenses de fonctionnement là où elles peuvent l'être. Et c'est investir massivement au niveau français, au niveau européen. Aujourd'hui, les États-Unis... On s'inquiète de la dette française, mais les États-Unis, ils s'endettent massivement pour financer ce qu'ils ont appelé leur IRA américain. C'est un plan d'investissement massif pour subventionner l'industrie. On va en parler dans un instant, Valérie. Juste une petite question avant de poser une question sur le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Vous citiez il y a un instant Nicolas Sarkozy. Je lis dans les colonnes du Parisien ce matin que vous avez sollicité un rendez-vous avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui n'a pas voulu vous donner. J'ai sollicité au début de ma campagne des rendez-vous avec des personnalités qui avaient eu un engagement européen. Et voilà. Et donc je l'ai demandé, j'ai pas eu de retour, j'en prends acte. Et pourquoi il veut pas vous voir, Nicolas ? J'en sais rien, vous lui demandez. Je vais pas parler à sa place. Mais ça vous a déçu ? Vous auriez aimé qu'il vous donne des conseils C'était pas des conseils, c'est qu'en fait, je pense que... Alors moi, je suis mobilisée au Parlement européen depuis 5 ans. Mais en entrant dans cette campagne, évidemment, c'est intéressant. On se dit, pour ceux qui nous regardent, Nicolas Sarkozy, il a de bonnes relations avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, il dit encore des choses assez sympathiques à son égard dans le Figaro. C'est quand même étrange qu'il n'ait pas voulu vous recevoir. Mais là encore, je ne vais pas commenter les décisions et les non-décisions de Nicolas Sarkozy. Je reconnais que, comme d'autres personnalités, j'ai sollicité un rendez-vous. Ça s'est pas fait. Posez-lui la question. Mais vous espérez quand même pouvoir continuer à le rencontrer. En tout cas, j'espère continuer à convaincre les Français. Je suis mobilisée pour les 8 prochains jours pour convaincre les Français que le projet que je porte, il est celui qui les servira le mieux. Valérie, cette semaine, l'Assemblée nationale a voté une résolution demandant au gouvernement de lui soumettre le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Je rappelle que vous soutenez ce traité de libre-échange. Le Sénat s'est opposé à sa ratification. Si les députés le rejettent aussi, quand il sera soumis au vote des députés, est-ce qu'il faudra mettre fin à ce traité ? Ou est-ce qu'il pourra s'appliquer quand même, puisque je précise qu'en termes de droit, si le gouvernement ne signifie pas à la Commission le vote, il peut quand même s'appliquer. Aujourd'hui, il s'applique partiellement. Alors moi, je souhaite qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur cette question-là, et je souhaite surtout qu'on sorte des postures sur la question de l'accord de commerce, des accords de commerce en général et du CETA en particulier. On l'a vu au Sénat, ça a été l'alliance de la carpe et du lapin. Quelques semaines avant les élections européennes, je vois bien, et on voit bien le jeu des oppositions et des uns et des autres. La réalité, c'est que nous, sur les accords de commerce, on a une position qui n'est pas dogmatique. Non, mais attendez, Valérie, pardonnez-moi, parce que là, j'entends votre position et on la connaît sur le CETA. La question, elle est très précise. Si les députés rejettent le CETA, après que les sénateurs ont rejeté le CETA. Est-ce qu'il pourra quand même s'appliquer ou est-ce qu'il faudra que la France signifie à la Commission européenne que le Parlement français ayant rejeté le CETA, il ne pourra plus s'appliquer ? Ce sera la responsabilité du gouvernement français de le notifier, de le signaler. Moi, je suis députée européenne, donc évidemment... Je crois savoir que vous êtes la liste de la majorité, que hier, Gabriel Attal a pris la parole à votre meeting. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, en tant que
chef de file de la délégation au Parlement européen et tête de liste. Est-ce qu'il faut... Moi, qu'est-ce que je souhaite? D'abord, je le redis, ce sera la décision du gouvernement. Je suis députée européenne moi-même. Donc évidemment, je souhaite que les positions des parlementaires soient entendues. Et on verra ce qui se passera à l'Assemblée nationale. Donc il faudra abandonner le CETA si les députés s'opposent à la ratification du traité. Moi, je souhaite qu'il y ait un débat apaisé et sorti des postures à l'Assemblée nationale. Je souhaite que chacun sorte des positions dogmatiques sur cette question-là. C'est ça la priorité, dans l'intérêt des Français. Le CETA, il est bon pour notre économie. Mais est-ce qu'il est bon au point de contourner le vote des parlementaires français? Je vous le dis. 1, je suis respectueuse des votes des parlementaires. Moi-même, je suis parlementaire. 2, je souhaite qu'il y ait un débat apaisé, sorti des postures sur cette question-là. On s'en reparle peut-être après les élections européennes. Parce qu'au Sénat, on avait bien vu les postures. Alliance de la Carpe et du Lapin, notamment des Républicains qui ont eux-mêmes, à l'époque, signé sous Sarkozy l'accord du CETA et qui maintenant sont vent debout contre cet accord. Regardons après les élections européennes et voyons s'il y a encore autant de postures. Parce que fondamentalement, sur le fond, cet accord, il est bon pour nos producteurs, pour notre économie. Et là encore, je pense que sur ces questions-là en particulier, il faut être pragmatique. Il y a des bons accords, il y en a des mauvais. Les mauvais accords, on a dit non. C'est l'accord notamment avec le Mercosur, les pays d'Amérique latine. Et les bons, on en a besoin pour notre économie. Valérie, le débat sur la reconnaissance d'un État palestinien a pris beaucoup de place dans cette campagne. La gauche le défend. Votre numéro 2 de liste aussi, l'ancien journaliste Bernard Guetta, l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian également. Emmanuel Macron. Oui, mais il y a une question de timing. Emmanuel Macron y réfléchit, mais il ne veut pas, dit-il, agir sous le coup de l'émotion. Ce sera quoi le bon moment pour reconnaître l'État palestinien, Valérie Ayé? Le bon moment pour reconnaître l'État palestinien, d'abord, évidemment que la solution à 2 États, c'est celle vers laquelle on doit tous converger. C'est la position historique de la France et c'est la seule, d'ailleurs, qui permettra... quelques rares exceptions près, tout le monde est d'accord. Oui, et c'est la seule, d'ailleurs, qui permettra de mettre en place, de protéger les Israéliens, de protéger les Palestiniens et d'assurer la sécurité dans la région. Les conditions nécessaires, c'est d'avoir une autorité palestinienne, un interlocuteur palestinien crédible. Je ne vois pas demain, ce ne sera pas ma responsabilité, je ne suis que députée européenne, mais demain, négocier avec le Hamas, cette organisation terroriste armée qui a commis des attaques. Pourquoi quelqu'un comme Jean-Yves Le Drian, qui a son expérience de ministre de la Défense sous François Hollande, ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, dit au contraire, il faut le faire maintenant parce que ce sera un signal fort qui est envoyé. C'est quelqu'un qui connaît ces interlocuteurs que vous citez et qui a cette expérience. Pourquoi lui dit il faut le faire maintenant? Moi, ce que je dis, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur la position qui est la création d'un État palestinien. On a un ministre des Affaires étrangères qui est mobilisé, qui a déjà fait plusieurs fois le tour de la région et qui est à la manœuvre et pour demain avancer sur cette solution à 2 États. Je le laisse en responsabilité, c'est la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian dit il faut le faire maintenant. C'est la diplomatie française qui est en responsabilité aujourd'hui, qui doit trouver le chemin avec les Israéliens, avec une autorité palestinienne réformée, crédible, pour avancer sur cette question-là. Et donc Jean-Yves Le Drian, encore une fois, non Jean-Yves Le Drian est un président de votre comité de soutien. Oui, c'est le président de mon comité de soutien. Il a été un grand ministre des Affaires étrangères. Évidemment qu'il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, c'est Stéphane Séjourné qui est en responsabilité et qui a les derniers éléments, les dernières informations. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun est concentré sur la priorité qui doit être le cessez-le-feu immédiat. Il y a des dernières annonces qui semblent aller dans le bon sens, donc il faut pouvoir y travailler. Cessez-le-feu immédiat, libération des otages et création des conditions pour créer cet État palestinien. Valérie, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée dans cette campagne qui a suscité le débat jusque dans votre majorité. Ouvrez les guillemets, je n'essentialise pas les gens, je ne fais pas de lien comme le fait le Rassemblement national entre l'immigration et la délinquance. Voilà ce que vous disiez le 12 mai dernier. Est-ce que vous le rediriez exactement tel quel? Bien sûr. Donc il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance. Alors c'est pas ce que j'ai dit. Je ne fais pas le lien comme le fait le Rassemblement national entre l'immigration et la délinquance. J'ai dit, et alors je crois même que cette citation, elle n'est pas complète, parce que je l'ai dit dans une phrase globale. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est effectivement, il y a des faits de délinquance chez des migrants. Ça existe. Ça existe. Par contre, je ne systématise pas et je n'essentialise pas. Je ne considère pas qu'un migrant, un étranger, parce qu'il est migrant ou parce qu'il est étranger, c'est nécessairement un délinquant ou un terroriste en puissance. Donc dire qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, c'est essentialiser les étrangers on voit bien les interventions avec moi de l'extrême droite de Marion Maréchal à Jordan Bardella. Ils ont tous les deux la même approche. Un migrant, c'est nécessairement un délinquant ou un terroriste en puissance. Pardon, mais c'est pas du tout mon approche. Est-ce que dire la phrase « il peut y avoir un lien entre immigration et délinquance », est-ce que ça essentialise Mais ça, c'est la mienne.
Non, vous dites je viens de la dire. Non, mais je viens de la dire. Il peut y avoir un lien, ça existe. Je ne fais pas de lien comme le fait oui, l'ancien d'accord, mais là, je viens de vous dire Ouais. que ça existe qu'il y ait des migrants qui soient délinquants. Et donc, il y a un lien ou il n'y a pas de lien alors? Il n'y a pas de lien systématique, tout D'accord. simplement. C'est aussi simple que cela. Là où l'extrême droite de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, de Marion Maréchal font un lien systématique et essentialisent les migrants. Moi, je trouve que c'est insupportable. Il y a des migrants, et puis par ailleurs, ils font des amalgames, hein, parce qu'il y a les migrants irréguliers, et c'est de la migration illégale qu'il faut renvoyer, et c'est le sens du pacte asile-migration, les lois qu'on a votées au Parlement européen il y a quelques semaines, qui vont enfin répondre à la problématique de l'immigration illégale. Vous me Je tendez suis une la perche. seule à l'avoir voté par ailleurs sur cette question-là. Il y a l'immigration au titre du droit d'asile aussi. Oui, vous me tendez une perche sur la question de l'immigration, puisque je vous l'avais d'ailleurs posée, c'était une de vos premières interviews, je vous ai demandé, est-ce qu'il y a trop d'immigration en France aujourd'hui? Alors, du coup, je vais vous répondre. Effectivement, c'était l'une de mes premières interviews avec vous. Et vous m'aviez répondu d'ailleurs, il faut les chefs d'entreprise. Je n'avais pas bien compris, pour tout vous dire. Eh bien, je vais vous expliquer si vous ne m'aviez pas compris à l'époque, si je n'avais pas été suffisamment claire. Il y a 3 types d'immigration. Et Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal, notamment, font délibérément l'amalgame entre les différents types d'immigration. Il y a l'immigration économique. C'est notamment ce qui a été voté dans le cadre de la loi immigration nationale, au niveau national l'année dernière, avec, laissez-moi terminer s'il vous plaît, on y reviendra après, avec les régularisations pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Moi là-dessus, je propose l'ouverture de titres. Donc il faut plus d'immigration économique. Je propose l'ouverture à l'échelle européenne de 100 000 titres pour les métiers en tension et pour aussi attirer des talents. Mais il faut le réguler, évidemment. Oui, il faut une négociation. Premier élément. Deuxième élément, le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est l'honneur de la France et c'est l'honneur de l'Europe d'accueillir les femmes afghanes, notamment. Et troisième élément, et le premier, c'est l'immigration illégale. Et par définition, il y en a trop, puisqu'elle est irrégulière et illégale. Et je le redis, au Parlement européen, on a voté des lois sur l'immigration. C'est important de le dire parce que non seulement je suis la seule à l'avoir voté, tous les autres sont les tenants du statu quo, mais je voudrais aussi dire que ces textes, ils ont été négociés avec la droite européenne et les sociaux-démocrates européens. Et aujourd'hui, messieurs Bellamy et Glucksmann vous disent que ce sont de mauvais textes, ils se sont mis en marge de leur propre groupe, alors que nous, on a retroussé les manches pour enfin avoir une solution à cette problématique. Transition toute trouvée, c'est François-Xavier Bellamy qui va vous succéder dans un instant. Question rituelle, une qualité et un défaut pour le caractériser. C'est long, hein. Une qualité, il est travailleur, et un défaut politique pour moi, conservateur, notamment sur les valeurs.